Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Salut, aujourd'hui on va parler de l'eau avec Laurie Kaiway, créatrice de l'association Odyssée et co-créatrice de la fresque de l'eau. Alors, bonne écoute. Bonjour Laurie et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Notre première question, Laurie, c'est comment va ta planète ? Écoute, c'est une vaste question, un peu complexe. La planète, je dirais qu'en elle-même, elle va peut-être pas si mal, dans le sens où notre planète Terre a vécu déjà d'innombrables périodes assez différentes en termes de climat, de ressources, etc. Je dirais que c'est un peu plus compliqué pour plutôt les êtres vivants qui sont dessus actuellement. Justement, ces êtres vivants qui font face à plein de problèmes à leur échelle, donc différents. Si on parle d'un problème un peu plus précis, qui est un peu le but de ce podcast aussi, c'est tout ce qui est dérèglement climatique. Et là, je dirais que c'est un problème qui est assez complexe pour nous, êtres vivants sur cette planète, puisque, à mon sens, c'est un problème qui s'installe un peu plus vite que les solutions qu'on peut développer pour justement régler le problème. Ouais. Surtout le fait que si demain on coupait tous les robinets qui alimentent le dérèglement climatique, il faudrait quand même plusieurs années pour en voir vraiment l'efficacité. Et du coup, ça pose vraiment une question de timing qui n'est pas facile à gérer pour nos sociétés actuelles qui sont assez complexes. Voilà, je te dirais que la planète en elle-même, elle survivra. Ceux qui sont dessus, à voir. Merci beaucoup pour cette introduction, Laurie. Et quelle est la place de l'eau ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'eau, notamment grâce à toi. Est-ce que tu peux nous donner quelques billes sur la situation, quel est le constat de l'eau vis-à-vis de cette planète, finalement, qui est aussi, surtout, une planète bleue ? Oui, une planète bleue, oui, puisque tu l'as dit toi-même lors d'un précédent épisode, la planète Terre est recouverte à 75% d'eau. Donc, c'est plutôt une planète bleue, on le voit bien depuis l'espace. Mmh. Il faut savoir que l'eau sur Terre, elle est en majorité salée dans l'océan. En fait, l'eau douce, puisqu'aujourd'hui, on va plutôt parler d'eau douce, parce qu'on parle d'eau potable, non salée, c'est à peine 2,5% de l'eau sur Terre. Et dans ces 2,5%, c'est surtout réparti dans des glaciers ou dans le sol, dans des nappes, en fait, ce qu'on appelle des nappes phréatiques. Donc, pas forcément facilement accessibles. Et d'un autre côté, ces 2,5% d'eau douce qui sont hyper importants pour tous les organismes vivants sur Terre. Nous-mêmes, on est constitués en grande partie d'eau. On a besoin d'eau pour vivre, pour développer nos sociétés et pour tous les autres êtres vivants qui peuplent cette planète. Donc, l'eau, donc la planète bleue, l'eau douce sur Terre est très importante. Et on a pu l'apprendre à l'école. En fait, on a un cycle de l'eau qui se met en place sur Terre. Donc, on voit bien il pleut, ça tombe sur le sol, ça va dans les rivières, ça s'évapore, ça retourne dans l'atmosphère, etc. Mmh. Donc, ça, c'est le cycle de l'eau de manière générale. Et on a l'impression que cette ressource, elle est un peu illimitée, puisqu'en fait, depuis des dizaines de millions d'années, on a la même eau sur Terre qui fait son cycle. Mais on voit qu'en fait, en réalité, dans notre mode de vie actuel, elle n'est pas si illimitée que ça. Déjà parce que on a des usages spécifiques de l'eau. Donc, on le voit très bien. On a besoin d'eau pour alimenter les cultures, pour l'agriculture. On a besoin d'eau pour chez nous, en fait, pour faire notre cuisine, prendre notre douche, arroser notre jardin, etc. Et on a besoin d'eau pour plein d'autres usages, en fait, que ce soit pour l'industrie, pour le transport, pour produire de l'électricité. Mmh. Et en fait, le fait d'utiliser cette eau donc, dans toutes nos sociétés, ça a des conséquences derrière. Donc, ça peut très bien être des conséquences telles que de la pollution de l'eau, par exemple. On le voit avec des rejets médicamenteux, on le voit avec des rejets industriels, on le voit avec des pesticides, etc.
Et le souci, c'est que, OK, on a la même quantité d'eau disponible. Par contre, si elle est polluée, on peut plus vraiment l'utiliser de la même façon. Ouais. Tu t'imagines pas forcément avoir chez toi de l'eau pleine de pesticides pour boire ou faire ta cuisine. C'est pas génial. J'ai parlé de la pollution, mais il y a plein d'autres thématiques qui font que le fait qu'on utilise l'eau, ça a des conséquences derrière. Ça a des conséquences sur la répartition de l'eau, notamment. Par exemple, tu as de l'eau dans une rivière, on va la prendre pour faire quelque chose avec et on va la rejeter dans l'océan derrière. Donc, en fait, l'eau que tu as prise de ta rivière à la base, c'est plus de l'eau douce, elle est partie dans l'océan. Et à un moment donné, on modifie en fait cette répartition et du coup, on modifie aussi le mode de vie qui s'était développé justement autour de cette répartition. Du coup, le premier point critique sur l'eau, c'est vraiment ses usages en fait, qui fait que du coup, on doit vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on fait de cette eau et qu'est-ce qu'elle devient derrière et ses spécificités. Ensuite, il y a, on en a un petit peu parlé, le dérèglement climatique, changement climatique, qui va aussi avoir des effets sur notre eau. C'est-à-dire qu'en plus des usages, on va rajouter une carte changement climatique qui fait que l'eau, elle réagit pas comme avant en fait, elle n'est pas répartie comme avant, et ça va aussi encore évoluer dans le futur. C'est-à-dire que de l'eau qui était disponible à un instant T et à un endroit précis, dans 10 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc, il va falloir adapter nos usages et notre gestion de l'eau justement à cette nouvelle thématique qui est le changement climatique. Et je dirais que le troisième pilier qui a un levier d'action sur l'eau, c'est la population en fait. Le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre. On se doute bien qu'il y a 2, 5 ou 7 milliards d'individus, on n'a pas les mêmes besoins en eau. Donc, c'est forcément en rapport avec les usages. Il va y avoir forcément plus de personnes à nourrir. Donc, on a besoin de techniquement plus d'eau pour justement pouvoir avoir des usages agricoles, pour du développement technologique ou pour juste l'alimentation en eau domestique. Et en fait, cette eau, elle est en quantité fixe. Donc, c'est pas parce qu'on est plus de personnes sur Terre qu'il va y avoir plus d'eau. Oui. Donc, il y a vraiment ces trois piliers qui vont agir sur l'eau, donc les usages, le changement climatique et la population mondiale, quoi. Écoute, merci Laurie pour ce constat très précis et très complet. En tout cas, on remarque et on parle aujourd'hui d'une crise de l'eau. Et toi, comment vas-tu malgré ce constat de crise de l'eau ? Écoute, moi, dans mon quotidien, aujourd'hui, ça va. Ça n'a pas forcément été toujours le cas par rapport à justement à certaines prises de conscience. Mais aujourd'hui, je m'engage un peu plus justement dans tout ce qui est sensibilisation et sur ces thématiques. Donc, c'est aussi ce qui fait que ça va mieux. On va dire que je suis en cohérence avec moi-même. Ouais. Je t'avoue que avant, quand je travaillais dans la recherche, que j'ai travaillé un moment dans la recherche sur le thème de l'eau, c'était assez difficile parce que je vais vraiment faire le lien avec ce qui se passe avec le changement climatique. C'est-à-dire que quand tu travailles dans le domaine de la recherche, tu découvres des choses qui sont pas forcément hyper positives, on va dire. Et finalement, on voit pas forcément l'écho derrière. C'est-à-dire qu'on publie ça dans des papiers scientifiques. C'est plus ou moins entendu après hors du monde scientifique, donc ça passe plutôt dans le monde politique, etc. Mais au final, on a un peu l'impression Alors, je vais faire un peu le parallèle. Je ne sais pas ceux qui ont vu le film donc Look Up sur Netflix, mais on a un peu l'impression qu'on a découvert un truc qui va changer la face du monde et qu'il faut vraiment que tout le monde soit au courant et que c'est horrible. Et en fait, on voit que derrière, vraiment, ça impacte pas les gens, quoi. Ouais. Et du coup, pendant cette période, c'était un peu plus compliqué. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, suite à cette période, j'ai voulu entamer plus d'actions de sensibilisation, essayer de reconnecter un peu ce qu'on pouvait faire en recherche avec le monde réel, on va dire. Et c'est ce qui m'a aidé en fait à me sentir plus à l'aise en fait dans cette thématique, même si le constat aujourd'hui n'est pas forcément hyper positif. Au moins, je me dis que je fais ce que je peux. Ouais, bravo du coup pour ton engagement et surtout ta manière d'agir
Alors, dans ta manière d'agir, tu parlais de sensibilisation. Donc, tu as créé ou co-créé la fresque de l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et sur comment est-ce que tu agis aussi peut-être de manière professionnelle? Parce que tu as parlé d'avoir travaillé pour la recherche. Est-ce que c'est toujours ton métier? Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes actions d'aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, j'ai monté une association qui s'appelle Odyssée. Donc l'association, elle a vocation à diffuser des ateliers sur le thème de l'eau. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre derrière le terme atelier. Mmh. Ça peut être des expositions, des jeux, des quiz, des articles scientifiques. Donc, en fait, c'est créer quelque chose en fait sur un thème spécifique sur l'eau et le diffuser en fait au grand public. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre connaissances scientifiques et faits vérifiés, puisque c'est assez important pour l'association, et compréhension du grand public et quelles actions on peut prendre derrière. Donc, l'association, elle va bientôt avoir 1 an. Elle est encore assez jeune. Et au sein de l'association, on a 2 ateliers, dont la fresque de l'eau que j'ai co-créée avec Sébastien, qui est, lui, animateur fresque du climat. Donc, en fait, on travaille ensemble aujourd'hui et un jour, il a zouké à ma porte en me disant Ah, mais moi, je suis animateur fresque du climat. Toi, tu as monté une association. Ce serait quand même assez chouette qu'on développe un atelier sur vraiment, on va dire, le même format que la fresque du climat, mais sur l'eau. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que la fresque de l'eau a vu le jour. Donc, l'idée de la fresque de l'eau, c'est un atelier de 3 heures, donc c'est assez demandant en termes de temps. Mais c'est au travers de 4 modules. Donc, on a des sortes de 4 mini-jeux. Essayer de mieux comprendre d'où viennent nos ressources en eau, comment on les utilise, quels sont les impacts de nos usages sur l'eau et enfin l'impact du changement climatique sur tout ce cycle et comment est-ce qu'après, derrière, on peut agir dessus. Donc aujourd'hui, sur mes actions, c'est quelque chose enfin, on va dire que c'est mon action principale en ce moment parce que ça prend pas mal de temps. Mmh. Sachant que moi, ma manière de vraiment sensibiliser et agir, ça va vraiment être par la diffusion de l'information. Donc aujourd'hui, c'est la fresque de l'eau. Demain, ça sera peut-être un autre atelier, mais c'est vraiment tout ce qui est diffusion de l'information, en gros. Bah, écoute, bravo pour ton engagement en tout cas, Laurie. Ben, merci. Quel cheminement tu as entrepris pour en arriver là? Parce que tu travailles dans la recherche déjà au niveau de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours attiré finalement cette thématique ou comment ça s'est passé pour toi? En fait, il y a eu plein de choses, c'est comme une conjonction de plein de choses différentes. D'ailleurs, j'ai oublié de Mmh. te répondre à une partie de ta question, précédente, j'ai travaillé en recherche, à la suite de mon école d'ingénieur. En fait, j'avais fait une école d'ingénieur pas du tout sur ce thème-là, j'étais en génie des procédés et informatique. Donc en fait, OK. typiquement, mon type de métier à l'époque, c'était d'aller dimensionner, par exemple, des réacteurs pour tout ce qui était industrie. Ça peut être énergie fossile, pharmaceutique, enfin tout ce genre de choses. Mmh. Typiquement, ce que je ne fais pas aujourd'hui. Donc en fait, c'est à la fin de mon école d'ingénieur que je me suis redirigée plus vers les sciences naturelles, on va dire. J'ai toujours été attirée par l'eau. Je saurais pas te dire pourquoi en fait. Avant de faire mon école d'ingénieur, je voulais chercher de l'eau sur Mars, par exemple. Donc je ne sais pas pourquoi l'eau. Du coup, j'ai fait ma thèse suite à mon école d'ingénieur. Donc vraiment, j'avais une thèse. Ma recherche était axée sur les sécheresses en France, en gros. OK. Et en fait, j'ai quitté le monde de la recherche quelques années après ma thèse parce que j'avais besoin de plus de concret. Alors tu vas me dire c'est bizarre parce que la recherche ça peut être assez concret quand même, mais en fait c'est un peu ce que j'ai mentionné juste avant. Il me manquait le lien réel entre on a découvert un truc et on voit que ça a une action dans la vie de tous les jours, on va dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis un peu plus dirigée vers ce qu'on appelle l'opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis hydrologue, donc je suis toujours dans le thème de l'eau, mais je travaille pour tout ce qui est énergie photovoltaïque, éolienne et hydraulique notamment. Et en fait, je développe des modèles pour mieux prévoir la quantité d'eau qui va arriver justement aux installations hydrauliques Mmh. le long des cours d'eau. Donc, je suis toujours dans ce domaine-là et on reste quand même dans une thématique très proche
de tout ce qui est un changement climatique, justement gestion des crues, etc. Soutien lorsque potentiellement il y a des périodes de sécheresse. Ça a convergé aussi au niveau, alors ça c'est le niveau pro, et au niveau perso en fait, lorsque j'étais en doctorat, j'avais fait la nuit des chercheurs. C'est quelque chose qui se fait tous les ans. Si ceux qui nous écoutent ont l'occasion d'y aller, c'est assez chouette. C'est organisé dans plusieurs villes et en fait, l'idée est d'aller rencontrer des chercheurs et de découvrir leurs thématiques, de parler avec eux. Et ça m'avait beaucoup plu. Donc en fait, j'avais toujours eu envie de diffuser un peu cette science et cette connaissance. Et c'est il y a quelques années, je me suis formée en communication non violente. Donc pas forcément directement à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Mais en fait, grâce à ça, j'ai eu des contacts un peu dans ce milieu et j'ai eu une première expérience avec les Graines électroniques, qui est une association sur Lyon qui voulait faire une sorte de conférence musicale sur le thème de l'eau. Donc, j'ai pu travailler avec eux sur le sujet. Ensuite, petit à petit, je me suis dit, ah ouais, c'est vachement chouette de faire ce genre de choses. Et finalement, je me suis petit à petit dirigée vers monter une association spécifique sur l'eau parce que je trouvais pas forcément d'association qui développait des choses vraiment sur l'eau, l'eau en soi comme unique sujet et support de diffusion de l'information, quoi. Merci beaucoup, Laurie, pour cette description. Je vais quand même te poser la question, mais je pense que tu y as déjà répondu. Est-ce que tu as eu un moment décisif plus précis au niveau de l'impact sur les limites planétaires, le dérèglement climatique et autres, ou est-ce que tu as une rencontre décisive là-dessus? En fait, j'ai pas forcément eu un déclic précis ou une rencontre qui a fait que j'ai eu une prise de conscience ou ce genre de choses. Ça a été vraiment plus quelque chose d'assez fluide dans le temps. C'est-à-dire que je m'intéressais plutôt à tout ce qui était environnement eau. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai rencontré des gens, etc. Je dirais qu'il y a un moment aussi qui a été un peu déterminant dans la volonté d'aller sur ces sujets. C'est que j'ai vécu 1 an et demi à Québec, au Canada, où j'étais en université. Et j'avoue que pendant cette période d'1 an et demi au Canada, j'ai rencontré des personnes. Alors, c'était un hasard, parce que le Canada n'est pas forcément réputé pour ça, mais qui étaient, on va dire, plus proches de l'essentiel. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais où j'ai finalement pas mal shifté ma façon de vivre, en fait, là-bas, à faire plus attention à ce que je consommais, à faire plus attention, à vraiment lier, en fait, parce que même quand on est dans la recherche, c'est pas évident, vraiment lier mes actions du quotidien à tous les constats que je pouvais faire à côté avec mon métier. Et du coup, c'est en revenant du Canada où je me suis dit, bon là, c'est déjà pour les gens qui travaillent dans ces thématiques, c'est parfois hyper long de faire des transitions. Alors, j'imagine même pas le grand public qui lit un article de journal par an quand il fait chaud. Donc, j'avais vraiment envie d'aider là-dedans, en fait, et de monter ça. Donc, ça fait partie de cette transition-là, en tout cas. Bravo à toi vraiment pour ton engagement et surtout tes actions. Alors, un petit laïus justement sur les actions qui va être la dernière partie de notre podcast. C'est souvent, comme tu l'as bien expliqué, on peut sentir qu'il y a une sorte de manque ou alors un besoin et que l'on peut y répondre. Et en fait, on écoute une sorte de petite voix intérieure et cette petite voix, souvent, elle nous demande qu'on se mette en action. Donc voilà, vraiment bravo d'avoir créé tout ça, tous ces outils de sensibilisation qui sont plus qu'importants, ils sont décisifs aujourd'hui. Et cela, ça nous amène à la dernière partie du podcast qui est sur ces actions. Alors la question, Laurie, ça va être pour toi. Quelles sont les 3 actions avec le plus d'impact positif pour ta planète et pourquoi? C'est assez difficile de choisir parce que c'est vraiment très personnel, je dirais. Il faut mettre en place des actions qui font sens pour nous. Pour moi, en fait, mettre en place une action, c'est aussi comprendre ce qu'il y a derrière et les impacts. Donc forcément, moi, je vais être peut-être plus sensible à des actions qui vont préserver l'eau. D'autres, ça va être pour autre chose. Mais ce qui est bien avec le thème de l'eau, c'est que presque n'importe quelle action que tu peux faire, ça va avoir un effet dessus. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est, par exemple, je dirais qu'une des 3 actions que je te donnerais, tout d'abord, c'est notre consommation. Faire attention à notre consommation de manière générale.
Ça peut être alimentation, numérique, énergie, enfin voilà, notre façon de vivre. C'est peut-être un peu cliché de te donner ça comme action, mais par exemple, est-ce que tu sais que en France, un habitant, ça consomme 146 litres d'eau par jour et du coup par personne. Mais en face, l'empreinte eau de ce même habitant va être de 4900 litres par jour. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, l'empreinte eau, c'est l'eau qui se cache derrière nos usages indirects. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour fabriquer un t-shirt, il aura fallu faire pousser du coton, donc irriguer. Il aura fallu aller cultiver ce coton, le transformer, alimenter en énergie l'entreprise, l'industrie qui a fabriqué ce t-shirt, etc. Donc, on utilise beaucoup d'eau dans nos usages indirects et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et du coup, si tu as un levier sur ta consommation, l'alimentation, ça peut être par exemple, typiquement manger moins de viande de manière générale, puisque l'empreinte eau de la viande est quand même beaucoup plus forte que l'empreinte eau du végétal. Mhm. Ou même acheter moins d'habits neufs, plutôt acheter du lin plutôt que du coton parce que ça consomme moins d'eau, etc. Tu vas avoir beaucoup de leviers d'action sur l'eau et même sur le numérique parce que finalement, quand tu regardes sur la construction d'un ordinateur, un ordinateur, son empreinte eau, ça va être presque 28 000 litres, donc ce n'est pas rien. Pourquoi 28 000? C'est qu'il faut beaucoup d'eau pour diluer les polluants qui ont été émis pour l'extraction des minerais pour les ordinateurs. Donc, en fait, finalement, si tu changes ta consommation, ça va vraiment avoir un effet sur l'eau et c'est pas juste arrêter de laisser ouvert le robinet quand tu te brosses les dents. Sur la deuxième action, je te dirais, je pense que tu l'as compris, c'est plutôt le partage d'informations. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut pas hésiter à discuter de ça autour de nous, ne pas avoir honte des petites actions qu'on met en place, même si dans un premier temps, elles sont pas forcément hyper importantes à son sens. Aller sensibiliser, aller en parler, etc. On l'a vu un peu lorsqu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est peut-être 2 mois après que les conventions soient formées, des articles qui disaient d'interviews des personnes qui faisaient partie de cette convention et qui disaient en fait, moi, j'ai reçu une formation un peu accélérée sur toutes ces thématiques, changement climatique. On m'a expliqué justement les recherches scientifiques, les rapports, etc. Ça a été une grosse prise de conscience. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas faire cette formation à tout le monde pendant 1 mois? Puis voilà. Partager cette information, pour moi, c'est essentiel dans les actions à faire pour justement sortir de ces problématiques. La dernière action que je te dirais, alors tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport? Je vais te parler des déchets. Pour moi, les déchets, c'est... Alors, je dis souvent que l'eau est invisible. On la voit quand elle coule à notre robinet, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Mais alors, je trouve que les déchets, c'est encore pire. Alors justement, je me permets de te poser la question, Laurie, vas-y. mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Par exemple, je ne sais pas si tu as vu un reportage dernièrement avec les vêtements qui n'étaient pas forcément utilisés, que tu mets justement au recyclage, et souvent qui finissent dans l'océan ou, par exemple, tout ce qui est teinture utilisée dans ces vêtements vont polluer les cours d'eau, par exemple, ou l'océan, puis les nappes, etc. En fait, les déchets, on s'en rend pas compte, mais il y a la problématique des déchets de manière générale qui entraîne de la pollution et tout ça, mais c'est encore plus vrai pour l'eau, puisque déjà les déchets souvent on les enfouit, donc on ne sait pas trop après ce qui se passe. Souvent, il peut y avoir des pollutions de nappes derrière. Et en fait, beaucoup de déchets se retrouvent dans l'océan au final. Et l'océan, ça reste de l'eau, certes, qui n'est pas douce, mais en fait, finalement, on retrouve, par exemple, on a retrouvé dernièrement des microparticules de plastique dans l'eau de pluie. Bon, voilà, en fait, les déchets, on se rend pas compte, mais ils vont vraiment impacter tout notre cycle de l'eau. Que ce soit dans le sol parce que ils sont enfouis dans le sol, que ce soit dans l'océan avec tout ce qui est microplastique et qui vont se retrouver ensuite dans le cycle de l'eau, ou même que ce soit dans les déchets qui tombent, je sais pas, dans les rivières, qui vont justement poser des problématiques à la biodiversité dans les rivières, etc. Et même déchets industriels où il peut y avoir vraiment des problématiques de rejet ensuite derrière. Donc, en fait, on se rend pas compte qu'une grande partie de la pollution de nos cours d'eau, elle vient de nos déchets. Donc, pour moi, c'est aussi une thématique très importante pour arriver à préserver notre eau, parce que, comme je le disais au début,
c'est bien d'avoir de l'eau, mais si elle est inutilisable derrière parce qu'elle est trop polluée, ça sert plus à grand-chose. Oui, tout à fait. C'est ce que tu précisais vraiment dans la partie de constat, c'est d'expliquer que le cycle de l'eau est un cycle fermé. Et donc en fait, aujourd'hui, si on de la manière dont on gère ce cycle, eh ben, on a plus ou moins des choses, plus ou moins impactées. Donc c'est pour ça que tu expliquais que on retrouve du plastique dans les gouttes de pluie et comme c'est un cycle fermé, on peut même dire qu'aujourd'hui, bah, nous buvons la même eau que les dinosaures. Quel est, de ton point de vue, le plus grand défi qui attend nos sociétés pour les années à venir? C'est pas facile comme question non plus. Ouais. Le plus grand défi, moi, ce que je vois qui est un grand défi et qui est compliqué actuellement, c'est de trouver un juste milieu entre, tout ce qui est évolution technologique, informatique et cetera et en parallèle, revenir un peu entre guillemets «à l'essentiel», respecter nos ressources et cetera. J'ai l'impression que même dans nos sociétés actuelles, on va avoir, des personnes qui vont être très proches de la nature, qui vont limite rejeter en fait beaucoup de choses qu'on voit, que ce soit les développements technologiques, tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, enfin, tout ce genre de choses. Et d'un autre côté, on va avoir d'autres personnes qui sont à fond là-dedans et où limite tout ce qui est ressources naturelles qui ont nécessité d'être extraites pour développer cette ressource, ils vont pas forcément y faire attention. Mmh. Et je trouve que le grand défi de notre société, ça va être d'arriver à trouver un juste milieu en fait entre développement de manière générale. Alors développement, ça veut pas forcément dire croissance exponentielle et excès en tout, mais juste continuer notre développement sociétal et en même temps revenir aussi à faire le lien entre développement et ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire l'eau déjà, l'eau, l'agriculture, la terre, enfin tout ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment d'arriver à trouver ce juste milieu entre garder un certain confort de vie qu'on a acquis, puisqu'on ne veut pas revenir non plus à un mode de vie comme il y a 500 ans, et en même temps mieux respecter ce que nous fournit la terre. On arrive sur la fin de notre podcast, Laurie, ça passe vite. Et du coup, notre dernière question, c'est plutôt un exercice de pensée. Alors, je vais t'inviter à y répondre. Et c'est l'objectif 2050. Et comment imagines-tu ta planète dans 30 ans? Alors comment j'imagine ma planète dans 30 ans? J'ai déjà du mal à l'imaginer dans 10 ans, alors dans 30. Je pense qu'on a un confort, un luxe même, je vais dire, qui est d'habiter en France. Donc, il n'y a pas que la France, hein, mais dans des pays qui ont une position confortable en termes de latitude et de risque suite au changement climatique. Donc, on va forcément être impacté par le changement climatique, mais certainement moins que d'autres pays qui sont plus à risque. Donc, en fait, on va dire que si je regarde au niveau de la France, j'imagine que dans 30 ans, on va avoir des adaptations plus pertinentes face au changement climatique. On va y aller petit à petit. On va peut-être avoir plus de métiers à sens aussi. On voit qu'on sort d'une génération où il y a eu, sur les dizaines dernières années, beaucoup de développement industriel, d'ingénierie, etc. Et j'ai l'impression qu'on revient aussi avec beaucoup de gens qui se redirigent derrière vers des métiers que ce soit des métiers plus manuels, des métiers type justement travail de la terre, etc. Donc j'ai plutôt espoir que dans 30 ans, on ait quelque chose de justement plus respectueux de nos ressources et qu'on continue notre cheminement. Mais ça, c'est une vision très occidentale, on va dire. Et en fait, il y a beaucoup de pays qui peuvent pas se permettre ce luxe. Et dans 30 ans, ça risque d'être compliqué et on risque de devoir faire face à des sortes d'hémorragies à d'autres endroits, avec des pays où, en fait, aujourd'hui, même si tu coupes ton robinet, dans 30 ans, il y aura des conséquences. Et il y a des pays qui seront des zones, en fait, qui sont déjà, on le sait, qui dans 30 ans ne seront plus vivables. Parce qu'il fera trop humide et trop chaud, puisqu'on sait qu'à 90% d'humidité, si on accède 35 degrés, le corps humain peut plus se réguler. Mmh. Et on va certainement faire face à des mouvements de population et justement à beaucoup d'endroits sur Terre qui n'auront pas la chance qu'on peut avoir. Donc, je balancerai dans le sens où je dirais qu'au sein de notre pays, je suis plutôt positive, on va dire.
Par contre, je ne sais pas comment ça va se passer avec justement les zones sur Terre qui vont faire face à des enjeux bien plus importants que les nôtres. On le rappelle, hein, vraiment, ça souligne l'importance d'agir, vraiment d'agir au niveau individuel et surtout au niveau collectif. Et avant d'agir, il faut surtout bien comprendre, et c'est pour ça qu'on vous invite à participer à des ateliers éco-pédagogiques, dont la fresque de l'eau. Laurie, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot pour conclure? Je dirais qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend. On a beaucoup l'impression aujourd'hui qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, puis qu'après on applique. Mais en fait, non, pas du tout. Je dirais que dans notre vie, on évolue de façon permanente. Et pour moi, c'est important de continuer à se questionner, à se tromper, hein, parce que même les études scientifiques, elles se trompent, à découvrir, à évoluer. Et je pense que c'est aussi ça qui fera qu'on arrivera à répondre aux différentes problématiques qu'on rencontre, que ce soit au niveau du dérèglement climatique ou tout le reste, en tout cas, je l'espère. Laurie, merci beaucoup pour ta participation et à très bientôt. Merci Bastien. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!